Pour cette dernière partie d'après-midi, nous avons la chance, je dirais même le privilège, parce qu'on est très content de l'avoir, en personne en plus. Donc nous avons la chance d'accueillir Laurent Hott. Voilà. Même avant que je le présente, vous applaudissez, donc est-ce que j'ai besoin de le présenter? Je ne sais pas. Donc éducateur, voilà, pédagogue social, docteur en philosophie, directeur d'Internet Robinson. Donc on vous a mis toutes ces références sur le site de l'ESSED. Je vous invite vivement à les consulter parce que ça va être très instructif. Donc je me tais sans plus attendre et je laisse la parole à Laurent. Donc je suis très content d'être parmi vous et en fait, dans le thème qui m'a été demandé, l'avenir de la vision de l'enfance et l'avenir de la vision de l'éducation, qui est le thème de vos journées, ça fait déjà 2 plans. Je vais essayer de vous apporter quelques réflexions. Mais ces réflexions, ça va d'abord être aussi des réflexions peut-être un peu théoriques, un peu des réflexions sur les termes, sur le sens de l'enfance, des questions que je me pose et que j'aimerais un peu partager avec vous. Et puis ces réflexions, elles vont aussi s'orienter côté pratique, parce qu'il faut aussi toujours parler depuis une pratique, et donc la mienne, c'est celle d'Intermed Robinson, qui est une structure qui fait du travail social de rue, y compris avec la petite enfance, dans la région parisienne, au sud de Paris. Et donc j'essaierai ensuite, dans un second temps, de vous présenter ces pratiques, non pas comme des modèles, non pas comme quelque chose de réplicable, parce que c'est évidemment lié à un contexte, à une situation, à un autre pays aussi, peut-être à d'autres réalités sociales également, mais par contre, essayer d'illustrer à partir de la pratique quelques-unes des idées que je vais essayer de vous amener d'abord. La question de tout à l'heure, j'étais en bas, j'ai écouté un peu l'atelier Colline, ça m'intéressait beaucoup. Je m'intéresse beaucoup également à la pédagogie de Reggio Emilia, et j'entendais que le point de départ, c'était l'idéalisme. Qu'est-ce que vous rêvez comme structure dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans? Comment voyez-vous, comment voudriez-vous les enfants de demain? Et ça me gêne, cette question d'idéalisme me gêne, parce que justement, je pense qu'on est complètement bouffé par ça, par l'idéalisme. Et l'idéalisme, pour un éducateur, c'est une source de souffrance. Parce qu'en réalité, les enfants que vous avez sous les yeux, les parents que vous avez sous les yeux, la structure dans laquelle vous allez chaque jour, elle n'est pas idéale. Et si nous rentrons dans notre métier, si nous rentrons dans nos fonctions, si nous rentrons dans nos missions à partir de l'idéalisme, alors on risque, c'est juste un risque, de passer notre temps à mesurer l'écart entre ce qu'il faudrait et ce qu'on voit, entre ce qu'on voudrait et ce qu'on a. Et donc du coup, on va avoir les yeux rivés là-dessus, sur cet écart-là. En France, le système scolaire est particulièrement, je dirais, gangréné par l'idéalisme. Le mal des enseignants français, et on le connaît bien, et on n'arrive pas à le réformer, et on a beau essayer depuis 50 ans, on n'y arrive toujours pas. Le mal des enseignants français, c'est toujours de dire « mais vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue », ou alors de dire toujours « mais tu pourrais faire tellement mieux que ce que tu fais, tu es capable et regarde ce que tu fais ». On n'est jamais content, jamais, 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 jamais content. Et ce côté-là, c'est finalement une source de friction permanente au sens propre, au sens matériel, entre les enfants et leurs éducateurs. C'est-à-dire se heurter sans arrêt, les enfants se heurtent sans arrêt à l'idéal qu'on a d'eux, à ce qu'on voudrait pour eux, évidemment avec les meilleures intentions du monde. Mais malgré tout, c'est l'idéalisme. Il y a un deuxième mal qui menace tous les éducateurs et qui, à mon avis aussi, rend parfois leur fonction pesante, ou en tout cas le sens qu'ils peuvent donner à leur fonction, c'est le naturalisme. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des choses dans la nature qui sont éternellement vraies, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, quelle que soit la culture.
et qu'un enfant de 6 ans est toujours un enfant de 6 ans, de quelque lieu qu'il soit, dans n'importe quelle circonstance. Un enfant de 6 ans, ça doit être capable de faire ça. Et puis, par contre, il n'a pas le droit de faire tout un tas de choses qui ne sont pas de son âge. Vous voyez, le naturalisme, c'est à l'inverse, quelque chose qui va nous dire, un parent, ça doit être comme ça. Une maman, ça doit être comme ça. Et ça doit pouvoir comprendre les besoins de son enfant, ça doit pouvoir le mettre en sécurité, ça doit pouvoir anticiper ses difficultés, ça doit pouvoir être attentif à sa souffrance. Une maman, ça doit être comme ça, naturalisme. Ce serait par nature que les mères seraient comme ça. Et donc celles qui ne seraient pas comme ça seraient contre nature, monstrueuses, pathologiques, anormales. Nous sommes tous acquis à rejeter cette hypothèse. Les professionnels sont bienveillants et ils connaissent les difficultés des parents et ils sont prêts à prendre en compte leurs difficultés. Mais au fond de nous-mêmes, est-ce que nous en sommes complètement sûrs? Est-ce que nous avons été jusqu'au bout de cette idée? C'est-à-dire qu'être enfant, ce n'est pas une nature. Être enfant, c'est un statut. C'est un statut social et ce statut, il a des côtés protecteurs. Des fois, l'enfant, heureusement, est protégé parce qu'il est enfant, et tant mieux. Des fois, ça lui arrive. Mais des fois, ce statut a un côté opprimant, a un côté négateur de ce que l'on peut faire et de ce que l'on est dans la réalité de tous les jours. Nous travaillons à Intermède Robinson avec une foule d'enfants qui sont adultisés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, de par leurs conditions de vie, de dire bye-bye à l'enfance et de se conduire très tôt comme des adultes. On travaille avec une foule d'enfants qui sont parentalisés, c'est-à-dire qu'on leur a donné la charge d'un enfant plus jeune, d'un bébé, pour qui et pour lequel ils apportent du soutien, de la protection et des soins. Et puis, on a aussi des enfants parentisés. Alors là, c'est le cas le plus extrême, c'est-à-dire que c'est leurs parents qui sont pris en charge par leur enfant. Et nous en avons beaucoup. Pris en charge administrativement, pris en charge matériellement, pris en charge moralement aussi. Parce que quand on a des parents qui dépriment, des parents qui ne sortent pas, des parents qui s'enferment, et que l'enfant s'évertue à donner dans la vie quotidienne cette énergie qui fait défaut aux parents, oui, là, on a une véritable parentification de l'enfant. Et ça, ce n'est pas la nature de l'enfant, ce n'est pas dans sa nature, c'est juste un rôle qu'il doit prendre dans la vie qu'il a, dans la situation qu'il a, avec les parents qu'il a et à l'endroit où il est. Et vous voyez que ce n'est pas une question de nature. Les enfants découvrent ce que c'est que d'être enfant au contact des institutions. Les enfants ne se sentent pas enfants. Être enfant, souvenez-vous, on sait, quand moi j'étais enfant, je savais bien que pour les autres, j'étais un enfant. Mais pour moi, j'ai toujours été un sujet. J'ai jamais été un enfant. J'ai toujours été un sujet, j'ai toujours été moi. Être enfant, c'était l'étiquette que j'avais. Alors cette étiquette, certainement, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose de l'inachèvement physique, de l'inachèvement psychologique, de l'inachèvement affectif, qui est le propre de l'enfance. Mais est-ce si caractéristique de l'enfance? Est-ce que vous ne connaissez pas des adultes qui sont inachevés affectivement? Vous ne connaissez pas des adultes qui sont inachevés cognitivement? Moi, j'en connais un max. Et pourtant, ce ne sont pas des enfants. J'entendais tout à l'heure une parole que je vais sortir de son contexte, parce que dans son contexte, elle était très juste. Mais souvent, je l'entends d'une autre manière, parce que c'est la base même du métier d'éducateur de jeunes enfants. Excusez l'appellation française de vos fonctions. C'est un enfant tout seul, ça n'existe pas. Vous connaissez ça, hein? L'enfant est un être inachevé. Il ne s'explique que dans la cellule familiale. Il ne trouve son sens que dans sa famille. C'est une des bases, et elle a son intérêt, de la réflexion qui amène des futurs professionnels de la petite enfance à justement se représenter l'enfant dans son milieu et dans son contexte. Et de ce point de vue, ça a son utilité. Mais en même temps, ça ne veut rien dire. Un enfant tout seul, ça n'existe pas, mais un adulte non plus.
Un adulte tout seul, ça n'existe pas non plus. Ou alors c'est Robinson Crusoe. Ça n'existe pas. Et encore, à partir du moment où il a trouvé vendredi, c'est terminé. Donc voyez-vous, tout ce que nous appliquons à l'idée que nous avons des enfants nous semble exact parce que ce serait sa nature, mais si on y réfléchit bien, ça ne marche pas. Il faut protéger l'enfant parce qu'il n'est pas conscient des dangers qui l'entourent, certainement. Mais dans certaines situations, il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas conscients des dangers qui les entourent, et heureusement qu'on est là pour les protéger aussi. Vous voyez la différence? Si on protège un enfant par rapport à une situation, eh bien là, oui, on est dans un rôle éducatif. Mais si on protège un enfant par rapport à son statut, là, on est toujours près de l'abus. Souvenez-vous que le statut des femmes a longtemps été à peu près le même que celui des enfants. Et c'était aussi dans leur nature. Et c'était aussi pour leur bien. Qu'il fallait les protéger, les guider et superviser. De la même manière que nous attribuons ça aujourd'hui à l'enfance. Les deux statuts ont toujours été très, très corroborés, très collés l'un à l'autre. Oui, il y a quelque part une idée, une vision de l'enfance qui, à mon avis, est un enfermement. Ça amène en France à cette idée, à cette conséquence, c'est que bien souvent, les institutions produisent le contraire de ce qu'elles sont censées faire. Aujourd'hui, en France, je ne suis pas sûr que la protection de l'enfance protège vraiment les enfants. Bien souvent, l'intervention de la protection de l'enfance va contribuer à isoler davantage l'enfant de son environnement naturel. Je ne parle pas que de ses parents, qui sont peut-être en effet toxiques ou nocifs, mais de tout son environnement, et vont contribuer à l'isoler pour ensuite l'abandonner quand il a 18 ans ou à la première fugue. Énormément de structures de la protection de l'enfance sont des structures où on enregistre les fugues sans arrêt. C'est-à-dire on est dans un foyer pour adolescents placés, et le boulot de l'éducateur, c'est « Ah, il s'est tiré, je signale la fugue ». Puis il revient, puis après il se retirera et je resignale la fugue. Les institutions ne sont pas toujours à la hauteur de leurs ambitions. Elles ne sont pas toujours à la hauteur de leur mission. Elles ne réalisent pas toujours ce qu'elles sont censées faire. Et pour cause. Parce que ces institutions, du moins en France, elles se sont développées dans les années 70. Elles se sont développées pendant cette période que l'on appelait les 30 glorieuses. C'est-à-dire cette période où il y avait un avenir, où l'avenir existait. Cette période où on était sûr que l'avenir était mieux que le présent. C'est à ce moment-là que les pratiques éducatives, les pratiques des structures sociales, les pratiques des institutions, leur configuration, leur mode d'opération ont été définis. C'est dans cette période-là que tout a été pensé. Et que, y compris les doctrines, les philosophies, les corpus scientifiques qui sous-tendent ces actions ont été développés comme la psychanalyse. C'est à ce moment-là que tout a été constitué. Mais nous ne sommes plus dans la même époque. Autant dans les années 70, jusqu'à la fin des années 70, tout le monde était persuadé que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Mais tout le monde était persuadé que demain serait mieux qu'aujourd'hui pour moi et pour tout le monde. Un ouvrier pouvait se dire « demain sera mieux qu'aujourd'hui », pas seulement pour moi, mais pour tous les ouvriers. Un bourgeois pouvait se dire que demain serait aussi mieux pour lui, pour tous les bourgeois, et il avait raison. Et un paysan pouvait se dire à peu près la même chose. C'est-à-dire que nous étions dans la promesse d'une société cohésive qui avançait, une société qui tenait les gens, une société qui leur donnait une place, une société qui les assurait de protection et de soutien. Cette société n'existe plus. Elle a volé en éclats. Et le problème, c'est que les institutions, par contre, continuent à fonctionner comme si cette société était encore présente. Parce que reprenons cette idée, demain, tout le monde était conscient et sûr et convaincu, et ça paraissait même pas comme pouvant être mis en question, que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Regardez qu'aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Tout le monde est persuadé que demain sera pire qu'aujourd'hui. Nous sommes allés d'un extrême à l'autre.
C'est-à-dire que nous avons complètement changé notre manière de voir la vie, notre manière d'aborder la société. Du coup, la société devient angoissante. Et comme elle devient angoissante, comme elle n'est plus sécure, eh bien, elle devient sécuritaire. C'est-à-dire qu'on va remplacer toutes ces sécurités qui n'existent plus par un besoin de rassurance, par l'intermédiaire de mesures sécuritaires sanitaires et policières, les deux fonctionnant toujours en parallèle. Et tout ça a complètement changé. Et donc, du coup, les institutions, tout ce corpus, toute cette philosophie, toutes ces idées qui ont fondé les pratiques des professionnels sont aujourd'hui à revisiter. Alors, bien entendu, pour les besoins de l'exposé, je caricature, hein, je suis toujours un petit peu extrême, hein, mais c'est aussi une manière peut-être d'essayer de vous proposer des idées identifiables. Finalement, moi qui ai été formateur en travail social en France pendant 7 ans, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, et qui ai fréquenté pas mal hein, les structures médico, socio-éducatives, y compris de la petite enfance, je me dis que globalement, l'idée générale du truc, elle n'a pas changé, en tout cas pour le côté social. C'est-à-dire, on est dans l'idée que les structures sociales, elles repèrent des individus, des situations anormales ou des personnes en difficulté. Et leur travail, c'est d'accompagner les personnes qui ont été repérées pour les remettre dans la société. On est toujours quelque part dans cette idée. La société produirait des marginaux et le but des travailleurs sociaux serait de prendre les marginaux et de les remettre dans la société. Mais si la société ne fait plus société, si la société n'en est plus une, si la société passe son temps à produire de la marge, à produire du déchet, à quoi ça sert? À quoi ça sert de remettre de l'eau dans un tonneau qui fuit? Est-ce qu'on peut encore se représenter nos métiers de la même manière? C'est-à-dire cette idée que le but du travailleur social, de l'éducateur en général, ce serait d'accompagner vers la société. Et une fois dans la société, tout va bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, et tout ira pour le mieux. C'est faux. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'on voit bien que même les institutions éducatives, sociales, se focalisent de plus en plus sur des accompagnements extrêmement courts, sur des projets précis, évaluables. Et puis après, ce qui se passe après, ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien. Ça repart. Un exemple tout simple, mais tout net, nous travaillons dans les bidonvilles. Je vous montrerai un peu des extraits de nos pratiques en région parisienne. Et tout avance, le progrès est là. Auparavant, les bidonvilles, il y a encore 7-8 ans, ils pouvaient durer 3-4 ans. Aujourd'hui, leur durée de vie, c'est entre 3 et 6 mois. Parce que les mairies font un zèle extraordinaire, une pression auprès des tribunaux, fantastique, relayée à tous les niveaux de l'État. Et donc, les bidonvilles sont expulsés à une fréquence de plus en plus rapide. Mais ils se recréent. Ils se recréent à chaque fois. Là, cet été, tous les bidonvilles sur lesquels on intervenait ont été détruits. Ils sont tous recréés ailleurs. Sauf que pendant ce temps-là, nous, on avait inscrit tous les enfants à l'école l'année dernière, et ils ne sont plus sur les mêmes communes, donc plus de scolarité. Et d'un côté, l'État nous donne des subventions pour favoriser la scolarisation, et de l'autre côté, il expulse les enfants quand on les a inscrits. Et tout le boulot est à refaire. Bon, nous, on leur dit, c'est pas grave, hein, continuez à nous donner des subventions, et on va continuer à faire notre travail. Non, en vrai, ça démoralise quand même considérablement certains de nos pédagogues sociaux, mais heureusement, nous mettons du sens dans notre travail qui ne se limite pas à mettre les enfants à l'école, parce que justement, nous nous rendons compte que ça ne marche plus aujourd'hui. Il fut un temps où la société pouvait se diviser entre des enfants sans scolarité et des enfants scolarisés, et que quelque part, vous étiez ou dedans ou dehors. La réalité, c'est que de plus en plus, nous rencontrons des foules d'enfants
qui ont, avec l'institution scolaire, une relation hachée, coupée. Ils ont été scolarisés 6 mois, un temps de leur enfance. Après, ils n'ont plus été scolarisés pendant 6 mois, puis ils sont repartis ailleurs. Il y a eu quelque chose de nouveau qui a été tenté, puis ça a de nouveau été coupé. En fait, ce que nous nous rendons compte, c'est que tout ce qui était binaire aujourd'hui est devenu quelque chose de fragmenté. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe. En réalité, la question n'est pas il y a des enfants qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas scolarisés, c'est un scandale, il faut les mettre à l'école, parce qu'une fois qu'on les aura mis à l'école, ils n'y seront plus dans 6 mois. Donc la question n'est pas de les amener à l'école en se disant qu'après tout va bien. La question, c'est de se dire comment on va pouvoir permettre à des enfants d'accéder à une éducation formelle, non formelle, en prenant le mieux de ce qu'ils peuvent de leur parcours haché avec la scolarité et de tout ce que nous pouvons leur proposer aussi comme travail social, travail éducatif, travail hors les murs et travail d'éducation non formelle. Alors je me rends compte à ce stade que je me suis complètement perdu dans mon exposé. Je vais jeter un petit coup d'œil sur mes notes, mais j'ai des ressources. Je vais repartir justement là-dessus. C'est que dans une société idéale qui tient, où tout le monde aurait une place, évidemment, la fonction du travailleur social, la fonction de l'éducateur, c'est de ramener à sa place ou d'amener à sa place pour la première fois, si c'est un jeune enfant, toute personne qui se trouverait en dehors. Mais nous sommes dans une situation où on se rend compte que la logique de place, ça ne va pas. J'entendais dans la table ronde, là, juste avant, qu'il y avait quand même cette question de l'inconditionnalité de l'accueil aux structures de la petite enfance, y compris chez vous. Ben encore chez nous, c'est pire, hein, c'est pareil. Il n'y a pas d'accueil possible, collectif en crèche, ou alors d'une manière extrêmement compliquée, si, comme vous disiez, comme il se disait sur l'estrade tout à l'heure, il n'y a pas des couples biactifs avec une adresse dans le secteur, etc. C'est exactement la même chose pour nous. Hein, c'est-à-dire que finalement, on est victime d'une vision de notre travail depuis l'institution. On est dans une crèche, donc du coup, on va accueillir des enfants dont la vie a été pensée pour la crèche. Très souvent, les enfants sont vus depuis l'institution où on travaille. Pour l'éducation nationale, on voit des décrocheurs, on voit des enfants déviants, on voit des dyspraxiques, des dyscalculiques, des dyslexiques, tout ce que vous voulez. Chaque institution voit les enfants depuis son propre référentiel. Et la question, c'est que la réalité des enfants, elle se situe en dehors. Il faut pouvoir, je crois, sortir des institutions, aller pouvoir observer les enfants dans leur réalité concrète de vie, aussi différente qu'elle puisse nous paraître des nôtres, ou de ce qu'on trouverait normal, ou de ce qu'on est prêt à accepter, pour justement voir autrement que les institutions. Ce que je dis peut paraître un peu dur, sévère ou facile, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que par rapport aux enfants roms, justement, qu'on arrive à inscrire à l'école, très souvent, il y a une espèce de faille culturelle entre les pédagogues sociaux de notre association et les enseignants, quand les enseignants viennent en disant ils étaient encore absents à l'école, et pourtant, moi, j'ai vu la mère qui faisait la manche avec eux sur la place de France à Massy. Cette idée que, d'une part, nous, on serait responsable de ça,
que parce qu'on a recommandé ces enfants, parce qu'on les a amenés, parce qu'on a forcé pour leur scolarisation, d'une certaine manière, on aurait presque un service après-vente à assurer, sur l'assiduité de ces enfants, pour laquelle, bien sûr, en théorie, nous sommes. Et puis, cette idée aussi qui est que, finalement, l'enseignante, elle veut voir un élève. Mais en fait, elle voit un enfant qui peut être par moments un élève, mais qui à d'autres moments est aussi un enfant qui fait la manche et qui doit faire la manche. Et que ça fait aussi partie de sa réalité. Mais elle n'est pas prête à le voir. Elle ne veut pas le voir, parce qu'elle le voit depuis l'institution. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. C'est-à-dire que les professionnels, les futurs professionnels, les éducateurs, puissent essayer d'avoir un regard global sur la réalité matérielle. Tout à l'heure, je vous dénonçais les dégâts de l'idéalisme en vous disant « faites attention, l'idéalisme, ça fait plaisir 5 minutes, mais après, ça peut faire déprimer. Ça pourrait ressembler à d'autres drogues. Mais vous mettre en garde contre le naturalisme, parce que le naturalisme a l'air de fonctionner comme ça, mais très vite, on en sent complètement les limites, et ça peut nous rendre impuissants à agir. Et je pense que ce qu'il faut, ce n'est pas le juste milieu, c'est juste autre chose, c'est le matérialisme. C'est-à-dire partir de la famille telle qu'elle est, de l'enfant tel qu'il est, de la réalité qui est là, partir de l'enfant parentisé s'il est parentisé, adultifié s'il est adultifié, parentalisé s'il est parentalisé, et ne pas être dans le « ça ne devrait pas être comme ça », mais se demander comment je peux le soulager 5 minutes, comment je peux reconnaître sa valeur, reconnaître les efforts qu'il fait, reconnaître sa souffrance et entamer un véritable dialogue sur ce qu'il est. C'est-à-dire m'adresser à l'enfant non pas comme un bénéficiaire de mes actions, mais comme un véritable interlocuteur digne et valable avec lequel je peux discuter du sens même de ce que je mets en œuvre avec lui. C'est ce que se propose de faire la pédagogie sociale. La pédagogie sociale propose d'intervenir dans les environnements directs des enfants, des familles, à partir du principe d'inconditionnalité, de gratuité, de durée, parce que du coup, nous conservons le lien quand le lien est brisé. Quand les camps sont expulsés, les bidonvilles sont expulsés, nous continuons à voir et à pouvoir être, sauf s'ils sont partis trop loin, évidemment, avec les familles et les enfants, mais même quand ils sont partis trop loin, il n'empêche pas que parfois 1 an après, on les revoit, parce que justement, à force de tourner, ils finissent par revenir à un moment donné à la case départ. La pédagogie sociale se propose de partir d'une réalité sans la juger, une réalité sans en avoir peur, et de pouvoir juste se dire qu'on va l'améliorer. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'un idéal, on part d'une réalité dans laquelle il y a des choses inacceptables, mais que l'on accepte de voir et qu'on se propose de transformer. Ce qui veut dire aussi que le travailleur social, l'éducateur, n'est pas un passeur, n'est pas un accompagnant, il n'est pas là pour favoriser l'adaptation, l'intégration ou l'inclusion des enfants dans les structures et les institutions, mais il concourt à transformer et à améliorer les réalités sociales d'aujourd'hui. Il s'agit d'intervenir directement dans la vie des enfants et des familles pour améliorer la vie des enfants et des familles. Avec les moyens qu'on a, les moyens qu'on peut mettre en œuvre, avec ce que nous pouvons. Vous voyez, on est dans la transformation. La pédagogie traditionnelle, vous savez, c'est celle de l'imposition. La pédagogie nouvelle, c'est celle de l'adaptation et de l'accompagnement. La pédagogie sociale, c'est celle de la transformation sociale, parce que la société d'aujourd'hui ne fait plus société. Et que donc, il faut créer, produire d'autres formes de communauté, de socialité,
qui vont pouvoir permettre la création d'un environnement suffisamment sécure, suffisamment soutenant pour que les enfants et les jeunes puissent bien y vivre. Voilà, à ce stade, je ne sais plus du tout où j'en suis de mon heure, mais je pense que j'ai assez déblatéré et je voudrais peut-être, pour que ça vous paraisse moins abstrait ce que j'ai dit, je vais vous présenter juste comme ça des images du travail que fait Intermède Robinson, ce qui va me permettre peut-être d'illustrer des petites idées, des petites touches. Et après, évidemment, nous pourrons discuter de tout ce que je vous assène depuis tout à l'heure. Alors normalement, ça va se réveiller. C'est bon. Alors là, c'est un de nos ateliers de rue en pied d'immeuble. Et en fin de compte, c'était un débat de philosophie. Et bon, il y a un débat de philosophie sur la question des discriminations. Et voilà, on a aussi des débats politiques avec les enfants en pied d'immeuble. Et donc apparemment, Maïté, qui est la pédagogue sociale du fond, a visiblement parlé des Black Panthers aux enfants qui sont là. Dans la pédagogie sociale, on est un peu comme dans la pédagogie Freinet. Les deux axes les plus importants, c'est développer les capacités d'expression, les 1001 langages, j'ai lu en bas sur Écoline, tout à fait, permettre aux enfants de pouvoir, et aux jeunes et à tout le monde, de pouvoir s'exprimer à travers tous les langages. Mais il y a un deuxième axe qui est important, c'est celui de l'assembléisme, de la concertation, et celui justement d'apprendre à faire un groupe, à faire un collectif. Et ça, nous le faisons à l'extérieur. Nous le faisons dehors, en pied d'immeuble, et ça marche plutôt très bien. Dans nos assemblées, on ne prend pas de décision. Si, on prend des décisions, mais on ne vote jamais. Hein, c'est parce que ce sont des assemblées qui sont destinées à faire des propositions, à critiquer, à raconter, mais ce ne sont pas des assemblées qui sont là pour des questions de pouvoir. C'est des assemblées qui sont là pour pouvoir justement découvrir le collectif qu'on est et ce qu'on peut faire ensemble. Donc on ne vote pas. Voilà, ça c'est une assemblée de pied d'immeuble dans un quartier de Longjumeau. Les prises de parole. Alors on l'appelle assemblée des présents, parce que ce n'est pas un conseil. Au début on disait conseil des enfants, mais il y a des adultes. Après on disait conseil du quartier, mais avec nous, il y a toujours des gens qui viennent d'ailleurs, donc ils ne sont pas forcément du quartier. Alors aujourd'hui on dit assemblée des présents. Voilà, assemblée des présents, c'est difficilement contestable, ça marche bien. Là, on est dans notre jardin de pied d'immeuble, parce qu'il nous est apparu de plus en plus important de pouvoir intervenir sur les questions sanitaires et alimentaires dans le travail avec les familles et les enfants en situation de précarité, et de pouvoir travailler sur l'alimentation. Et comme en pédagogie sociale, ce qui nous intéresse, c'est le global, c'est de pouvoir à la fois partir de la production alimentaire. Il fut un temps, on avait un grand jardin, maintenant on l'a plus, on a préféré un jardin en pied d'immeuble qui a plus de sens pour les habitants. Bien entendu, il ne produit pas assez. On essaye d'obtenir et on obtient de l'alimentation de la banque alimentaire et également de beaucoup d'autres fournisseurs ou d'entreprises qui nous en donnent. Donc notre idée, c'est production alimentaire, cuisine collective de rue, et repas conviviaux et repas communautaires à prendre ensemble. Ce qui nous semble intéressant, c'est de faire toute la chaîne de l'alimentation. De la même manière que dans le travail avec les enfants et les familles, nous sommes dans l'idée d'une éducation intégrale, c'est-à-dire justement pouvoir travailler les questions à la fois éducatives, culturelles, mais aussi politiques et aussi sanitaires avec les groupes et les personnes avec qui on travaille. Là, c'est la préparation d'un atelier de rue. Là, on est nouveau au jardin. Toujours les ateliers, ça c'est un jour de pluie. Il s'était réfugié dans le local poubelle, je crois. On va où on peut. Ça, c'était au moment où il peignait les clôtures du jardin en pied d'immeuble. Ça, on commence la série des goûters et des repas. Ça, c'est à notre local. Toutes les semaines,
On fait un atelier cuisine le matin et après on fait un repas partagé qui va réunir 40, 50 personnes. Et puis cette cuisine de rue, on va la faire aussi sur nos ateliers en pied d'immeuble à partir de cuiseurs. Et nous allons aussi partager tous ces repas. Et là, nous venons d'acquérir un food truck qui va nous permettre aussi de développer nos possibilités. Ça, c'est un atelier dans un hôtel social. Dans les hôtels sociaux chez nous, c'est les hôtels où vont les familles qui sont mises à l'abri ou hébergées, comme on dit, par le 115 et qui peuvent se retrouver. Alors, elles passent par différents stades. Au début, quand une famille se retrouve hébergée par le 115, elle va d'abord connaître un certain nomadisme. C'est-à-dire les nuits, les chambres d'hôtel sont attribuées au début pour une nuit, après peut-être pour 2 ou 3 nuits. Et puis encore, les familles qui arrivent à bénéficier de ce dispositif d'hôtels sociaux sont des familles qui ont déjà passé un certain nombre de sas. Par exemple, dans le département de l'Essonne, quand une famille dort à la rue, la première chose qu'elle obtiendra, mais il faudra beaucoup de jours pour ça, c'est qu'on va leur proposer un hébergement de nuit dans des dortoirs collectifs, mais les hommes à un bout du département, et les femmes et les enfants à l'autre bout du département. Le but, c'est de voir si les familles s'y conforment, si elles sont capables de se rendre, de se séparer et de pouvoir finalement suivre les préconisations qui leur sont faites. Et il faut arriver avant 20h30, 21h, parce qu'après c'est fermé. Donc l'épreuve, elle est encore un petit peu plus compliquée. Et à 7h du matin, il faut être dehors, parce que ce n'est qu'un dortoir collectif, comme dans Charlot. Et il faut répéter cette opération un certain nombre de jours. Dès le matin à 7h, il faut commencer à rappeler le 115 pour pouvoir avoir sa place pour le soir avant 21h. Et ça va durer un certain temps. Et si les familles arrivent à passer à travers ce tamis, elles vont avoir une chambre d'hôtel, généralement à l'autre bout de la région parisienne, pas du département, de la région parisienne, pour 2-3 nuits, et puis encore à un autre bout de la région parisienne pour quelques nuits supplémentaires. Et ce n'est qu'au bout d'une longue période, et qui parfois dure des années, qu'une chambre va enfin être attribuée. Et là, les familles peuvent rester, parfois, nous on travaille avec des familles qui vivent, et des enfants donc, qui vivent depuis 5, 6, 7 ans, dans la même chambre d'hôtel, à proximité, et avec lesquels nous travaillons tous les jours. Mais il y a tout un parcours du combattant pour y arriver. Donc nous intervenons dans les hôtels sociaux et nous réalisons des ateliers et également nous sommes dans nos locaux accueillent également évidemment les enfants et les familles de ces hôtels sociaux. Là, il y a une série de photos qui se passent dans les hôtels. Ça, ce sont nos ateliers d'été. Alors ces photos, elles sont prises par un photographe qui s'appelle Thomas Bérard et qui est un photographe professionnel qui s'est beaucoup investi dans notre association et qui est assez fantastique parce que pourquoi je vous passe ces photos? Je vous passe ces photos parce que on voit beaucoup de photos de toutes sortes, sur toutes les misères du monde et tout. Mais voyez que ces photos, elles montrent des relations. Elles montrent des relations. Elles ne montrent pas des situations. Et Thomas Bérard, son art, son génie même, c'est qu'il arrive à rendre visuel, justement, les relations qu'il y a entre les gens, les relations qu'il y a entre les adultes et les enfants. Et il arrive à rendre visuel le groupe, le collectif qu'on arrive à former à partir des pratiques d'ateliers de rue. Et cette chaleur qui fonctionne. Là, nous avons en une seule image l'interculturalité, l'intergénérationnalité et le commun et la convivialité. C'est dommage parce que du coup, comme il y a beaucoup de lumière, vous n'avez pas les couleurs exactes. Ça, c'est toujours autour des ateliers. Ça, c'est les ateliers dans les bidonvilles. Justement, les bidonvilles dans notre territoire à nous, le nord de l'Essonne. Et donc, la pédagogie sociale nous permet en fait de pratiquer à l'air libre, à l'extérieur, dans les territoires, dans les espaces de vie, tout ce qu'on veut.
En fait, dans nos ateliers de rue, on peut faire du théâtre, on peut faire de la boxe, on peut faire de la capoeira, on peut faire de la peinture sur soie, on fait de la cuisine, on fait toutes sortes de choses. On fait des ateliers scolaires, des ateliers aussi, des ateliers parascolaires, des ateliers d'apprentissage. On peut tout faire justement sur nos ateliers. C'est très facile. Tout est plus facile en dehors des institutions, en réalité, qu'en dedans. Mais il faut y aller. Il faut se lancer pour s'en rendre compte. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas de problème avec les réglementations. Nous n'avons pas de problème avec le risque d'abîmer avec la cohabitation dans l'institution. Nous n'avons pas de problème avec la réglementation de l'établissement. Nous n'avons pas de problème d'horaire. Nous n'avons pas de problème, beaucoup moins de problèmes. Donc toujours cet atelier boxe. Là, on a une vision d'un atelier où on voit qu'il y a plusieurs pôles, plusieurs types d'activités. Toujours chez nous, les âges sont mélangés pour la raison que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que nous n'attribuons pas énormément de valeur aux âges. C'est-à-dire que pour nous, ce qui compte, c'est de répondre aux besoins des enfants, pas de connaître leurs âges. Et du coup, le mélange des âges chez nous se fait extrêmement facilement depuis les jeunes enfants. On a quand même des espaces dédiés à la petite enfance sur nos ateliers. Vous verrez, on a des tapis d'éveil, on amène quand même quelques espaces dédiés. C'est une petite nuance. Des ateliers d'expression artistique. Toujours un atelier. Alors je pense que c'était un atelier philosophique, les grands jeux. Peinture d'un tronc d'arbre, parce qu'on fait aussi du land art, on va essayer aussi de s'inscrire dans le paysage. Alors les bidonvilles ne sont pas toujours des cabanes, c'est parfois aussi dans des hangars, dans des usines désaffectées, donc ça crée d'autres ambiances. Là on est à l'intérieur d'une cabane. Et toujours les relations, cette proximité. J'aime bien cette image et je voudrais la commenter devant vous parce que c'est typique de ce que c'est qu'un atelier de rue. Vous voyez toutes les réalités qui s'accumulent et qui s'additionnent les unes aux autres. Il y a l'enfant qui arrive, il y a la petite qui est en train de réfléchir à ce qu'elle va faire, il y a l'accueil, il y a le camion qui passe, il y a toute la richesse d'un environnement qui n'est pas maîtrisé. Qu'est-ce que c'est qu'une institution ? Une institution, c'est un milieu qu'on a appauvri au point qu'il ne s'y passe plus que ce qu'on a décidé. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de la réalité ? C'est une situation qu'on ne maîtrise pas et où il arrive toujours quelque chose. Quelque chose dont on va pouvoir s'emparer ou non dans notre pédagogie et dans notre manière de réagir. Il nous semble, nous, que les moments de la vie extérieurs aux institutions sont toujours plus riches que les moments de la vie dans l'institution. Pensez à l'espace de la classe, pensez à l'institution scolaire. La maîtresse, elle a décidé qu'on ne parlerait que du complément d'objet direct. Celui qui a envie de parler d'autre chose que du complément d'objet direct, il va se reprendre des réflexions. Et s'il n'arrête pas, pour être mis dehors, pour avoir un mot, sa maman pourrait être convoquée, pour avoir une punition, ou en tout cas on va dire on ne peut rien faire avec lui. Voilà ce que c'est qu'une institution. C'est un endroit où on a appauvri la réalité à un tel point qu'à un moment donné, il n'existe plus que le complément d'objet direct. C'est terriblement pauvre. Apprendre à travailler dans un espace extérieur à partir de ce qu'on ne contrôle pas, ça paraît évidemment plus compliqué, mais dans la réalité, c'est beaucoup plus simple pour l'éducateur, pour le professionnel, parce qu'il n'y a pas d'angoisse à avoir, zéro angoisse, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Intermède Robinson, depuis 6 ans,
a un agrément de la caisse d'allocation familiale pour être un centre social. Et comme on a repris la place d'un centre social MJC qui avait été fermé par une municipalité précédente dans la ville de Chilly-Mazarin, on est redevenu nous aussi une MJC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les MJC. C'est des vieilles institutions chez nous en France qui ont été créées au début des années 80. Ça s'appelle des maisons des jeunes et de la culture. Donc ça correspond à une vision d'un espace qui est censé accueillir la jeunesse et dans laquelle on peut pratiquer des activités culturelles moins chères, beaucoup moins chères que si vous allez au conservatoire, beaucoup moins chères que si vous allez dans une école de théâtre. L'idée, c'est de populariser la culture, c'est de diffuser la culture, de faciliter l'accès à la culture. Les MJC existent. En France, c'était un mouvement important. Elles sont toutes en train de fermer aujourd'hui, qui existaient depuis les années 80. Elles ont mal vieilli, les MJC, parce que les MJC ont commencé à exister quand moi, j'étais jeune. Et aujourd'hui, la plupart des MJC que je connais n'accueillent que des jeunes de mon âge. Mais de mon âge actuel. C'est tellement vrai que les conseils d'administration des MJC sont composés de jeunes de mon âge. Et que le plus gros kiff dans une MJC, c'est que de temps en temps, on organise une soirée punk dans laquelle des jeunes de mon âge jouent de la musique punk de mon âge. Ce qui est pas mal. Mais vous y chercherez en vain des jeunes. Ça fait très longtemps qu'il n'y en a plus. Mais par contre, les MJC ont des milliers d'adhérents. Elles ont des programmes épais comme ça. Parce que vous pouvez tout y faire. Vous pouvez y prendre des cours d'italien, vous pouvez y prendre des cours de guitare, vous pouvez y apprendre la danse de salon, vous pouvez y faire des tas et des tas de choses. Les MJC ont peu de permanents, mais énormément d'intervenants, avec une très grosse masse salariale d'intervenants, etc. Donc nous, on est devenu MJC, Intermède Robinson, parce qu'on a repris justement cette filiation et parce que la Fédération des MJC souhaitait justement aussi élargir son champ et pouvoir revendiquer aussi notre approche comme quelque chose qui pourrait être l'avenir des MJC. On en est loin, mais donc on est devenu MJC. Et moi, j'étais très mal à un moment donné parce qu'il y avait notre public qui venait à notre structure, ça on n'a jamais eu de problème, on a toujours notre public. Et puis il y avait des gens qui venaient et qui disaient alors, c'est quoi le programme chez vous? Est-ce que vous avez un programme pour savoir si je m'inscris? Et je m'inscris à quoi? Et moi j'étais mal, je disais oh, purée, on n'a pas de programme. On a 0 programme. Mais alors qu'est-ce que vous faites? Et moi j'étais là, presque prêt à dire bah rien. Rien. On fait rien. Et puis j'étais très très mal quand même parce que je me sentais un peu nul. Vous voyez, des gens qui viennent, ah bon, il se passe rien ici, bah, je m'en vais, etc. Donc ils étaient presque agacés et tout. Et moi j'étais là, il faut quand même que je trouve quelque chose à répondre. Et un jour j'ai trouvé la réponse. Et j'ai dit, mais non. Est-ce que vous avez un programme? Non. Chez nous, il n'y a pas de programme. Et vous savez pourquoi il n'y a pas de programme? C'est parce qu'il se passe toujours quelque chose. Les programmes, c'est bon pour les endroits où il ne se passe jamais rien. Allez au centre socio-culturel, il ne se passe jamais rien, vous avez un programme. Allez au théâtre, il ne se passe jamais rien, vous avez un programme. Allez dans un musée municipal, il ne se passe jamais rien, il y a un programme. Vérifiez tous les endroits où il ne se passe jamais rien, il y a un programme. Et donc là, j'étais trop content parce que du coup, je disais, ah, heureusement, non, chez nous, il n'y a pas de programme, mais restez seulement 10 minutes et vous n'en croirez pas vos yeux. Parce que je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Et ça ne manque jamais, il se passe toujours quelque chose. Et le travail de l'éducateur, du pédagogue social en pédagogie sociale, c'est justement d'être ouvert à ce qui arrive, d'accepter de ne pas maîtriser, d'accepter de ne pas contrôler l'environnement, pour pouvoir justement accueillir ce qui arrive et rebondir et bâtir dessus. C'est ce que nous essayons de faire et c'est ce que témoigne ça. C'est-à-dire, nous amenons toujours un minimum. Parce que quand on vient faire un atelier de rue, c'est comme quand vous allez chez quelqu'un, vous ne venez pas les mains vides. Ben là, c'est pareil, on amène des tapis, on amène du matériel, on amène des propositions.
Et ces propositions, on peut compter dessus, elles sont toujours là. On va faire de la cuisine, on va sortir de quoi, faire des ateliers d'expression plastique, etc. Et après, on verra. Après, on verra ce qu'il en adviendra. Mais évidemment, nous amenons toujours quelque chose aussi pour nous rendre visibles et aussi pour montrer une régularité, une permanence de toutes nos activités. Toujours les relations qui se nouent dans ces environnements. Je reviens en arrière ou quoi? Ouais. Là, j'avance. Puis toujours les belles photos de Thomas Bérard. Puis je me rends compte que si je faisais ça, vous verriez peut-être... faut que je mette mes lunettes. Ben oui, c'est mieux. Hein. Les assemblées. Ça, c'est typique aussi de ce qui se passe dans un atelier de rue. C'est-à-dire, vous voyez, a priori, c'est une seule et même chose, mais dans la réalité, il se passe des trucs différents d'un coin à l'autre. Et il peut y avoir en parallèle de multiples interactions, des activités différentes. Par exemple, au fond, on a Eddy, qu'on suit maintenant depuis qu'il a l'âge de 7 ans et qui est autiste, sans prise en charge. Hein. Aujourd'hui, il a 23 ans. Il a quasiment pas connu l'institution. Eddy, il a connu juste le secteur psychiatrique et puis il a sa piqûre de neuroleptique une fois par mois. Le reste du temps, il n'a rien. Et donc, il vient toujours à Intermède Robinson. C'est notre plus fidèle fan. Hein. Il porte un t-shirt Robinson. Il est toujours avec nous. Et à l'époque, il travaillait avec un bénévole psychologue raïchien et il faisait son premier disque de rap, enfin son premier CD de rap. Voilà. Et en même temps, à côté, on a d'autres activités qui se font. Ça, c'est l'époque où on utilisait les tentes quechua. Transformer l'environnement, c'est aussi transformer un espace en espèce de kermesse, l'espace du temps de l'atelier. Je ne sais pas pourquoi il vérifie le fichier. Il doit être douteux. Des fois, on ne sait même pas où on est, hein, mais on est dans une cabane d'un bidonville. Là, c'est l'atelier cuisine, en fait, qui est représenté sur cette photo. Et oui, parce qu'on fait de la cuisine là. Et c'est vrai que dans la plupart des institutions, pour pouvoir faire de la cuisine, il y a des réglementations, des normes. On ne rentre pas dans l'espace cuisine. Des fois, il faut des chaussons. Des fois, on n'a pas le droit d'aller plus loin que là. Le visiteur, il ne peut pas, etc. Et un des intérêts de travailler à l'extérieur des institutions, il va falloir que je surveille l'heure peut-être, l'un des intérêts du travail en dehors des institutions, c'est que la seule réglementation que vous avez à suivre quand vous travaillez dehors, c'est celle du camping caravaning. En tout cas en France. Alors que quand vous êtes dans l'institution, vous avez un pavé comme ça, de règles. Dehors, c'est le camping caravaning. Vous vous lavez les mains, vous nettoyez les ustensiles, vous utilisez les produits frais, vous consommez juste après avoir cuisiné, vous ne conservez pas, tout va bien. Ça marche. Ah oui, il faut que je surveille l'heure. Mais je ne sais plus ce que j'ai fait de mon téléphone. Ah, il est là. Ah oui, d'accord. Donc il faut que j'avance. Toujours les activités. Le travail des enfants, je n'ai pas eu le temps de trop en parler, mais bien entendu que dans tout ce que nous faisons, les enfants font avec nous. Le débriefing, et peut-être que là, c'est aussi une autre manière peut-être de travailler qu'on a en pédagogie sociale. C'est que vous voyez, les gens qui sont là n'ont pas le même statut. Laura, qui est Rome, elle devait être service civique. Larry, lui aussi. Marion, qui est là, était stagiaire éducatrice. Il devait y avoir aussi un permanent hors champ. Et tous ces gens-là vont faire des ateliers ensemble et ont le même métier et ont la même mission et font la même chose quand ils sont en atelier de rue. Tout cela, quand ils sont en action, sont pédagogues sociaux, quel que soit leur statut. Et pour que ça puisse fonctionner, toutes nos journées commencent par un briefing. Et toutes nos activités se terminent par un débriefing qui permet à tout le monde de s'organiser. Ça, c'est le briefing.
Ça, c'est le briefing. Chaque jour, à 12h30, on repart, je ne sais pas pourquoi on repart à la cuisine, et à la distribution alimentaire, et à la distribution de repas, et aux ateliers de rue. Une dernière chose que je voudrais vous montrer, parce qu'on doit arrêter à quelle heure? Maintenant? Je pourrais vous montrer à Avennes-Savoret juste. La seule exception qu'on a dans notre manière de travailler sur le fait que nous travaillons dehors et par rapport à ce qui arrive et par rapport à l'événement, c'est que contre vent et marée, nous avons créé une troupe d'enfants chanteurs et danseurs qui s'appelle Avennes-Savoret, qui sont des enfants qui viennent des hôtels, des bidonvilles et des quartiers et qui se mélangent. Et ça fait maintenant 5-6 ans que cette troupe travaille d'arrache-pied et qu'elle est devenue quasiment d'un niveau semi-professionnel. Donc pour nous, c'est un peu une gageure, parce que ça veut dire que tous ces enfants, on doit les retrouver tous les mercredis et tous les samedis, et qu'ils doivent pouvoir faire des tournées ensemble, même quand ils sont roms, qui sont dans un bidonville qui a été expulsé, il faut quand même qu'on arrive à les choper et à les ramener avec nous. Et tous ces enfants évoluent ensemble à travers ce qu'Avennes-Savoret devient une sorte d'école. Et évidemment, pour apprendre le chant et la danse, nous ne pouvons pas employer les mêmes techniques que les techniques de conservatoire ou que les techniques d'école de chant et de danse. Nous ne connaissons qu'une seule technique en pédagogie sociale, c'est la pratique et c'est l'immersion. Et à force de pratiquer et de s'immerger, nous y arrivons. Et donc, je vais vous montrer juste un petit clip, parce que je me rends bien compte que je n'ai pas maîtrisé le temps du tout, je m'en excuse. Et donc, je vous présente juste un petit clip d'Avennes-Savoret. Si.
c'est parfait. J'ai explosé le temps. Non, ça Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup à Laurent Hoth. On va prévoir un petit espace de questions. Pas trop long parce que le TGV n'attend pas. Donc voilà. Alors volontiers, je vous laisse passer le micro s'il y a des questions. J'ai une première question de Caroline qui aimerait bien savoir si la mission Robinson s'occupe des enfants des bidonvilles ou bien de sortir des familles des bidonvilles. Et combien en moyenne l'association en sort par année? C'est une question intéressante parce que, effectivement, nous recevons des financements dans le cadre des politiques de résorption des bidonvilles. Et vous voyez, c'était résorption des bidonvilles. Résorption, ce n'est pas un mot très courant, hein, mais vous voyez bien de quoi ça veut dire. Avant, on disait éradication des bidonvilles. Mais éradication, ça avait une connotation un peu plus guerrière, un peu plus gênante. Donc, éradication est devenue résorption. Nous ne militons pas pour la disparition des bidonvilles, nous ne militons pas pour l'expulsion des bidonvilles. Nous souhaiterions que le bidonville puisse évoluer vers une forme que la ville reconnaisse ses bidonvilles et que la ville aménage ses bidonvilles et que la ville apprenne à vivre avec ses bidonvilles et les transforme et transforme ses relations avec le bidonville. Nous ne pensons pas que les choses arrivent sans raison. Un bidonville n'est pas une anomalie qui va disparaître. Elle est une réalité urbaine, sociale et contemporaine, et on pourra toujours expulser si nous ne travaillons pas les causes multiples et variées de ces réalités. Les bidonvilles se reconstruiront. Ça fait maintenant 25 ans que la France essaye de détruire ces bidonvilles, et elle n'y arrive pas, et elle n'y arrivera pas. Il serait temps de les reconnaître. Merci. Ah, ok. Moi, j'avais juste une question. C'est vous qui avez créé cette association? Oui, entre autres, avec d'autres personnes. D'accord, merci. J'ai également une autre question qui est apparue sur Instagram. Il était question tout à l'heure de ne pas forcément chercher à tendre vers un idéal. N'est-ce pas contradictoire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure quant au rôle de l'éducateur qui serait d'améliorer la réalité d'un enfant et de sa famille? Disons que pour moi, ce n'est pas tant du domaine de l'idéal que du domaine de l'exigence. Vous voyez, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une nécessité. Quand j'étais instituteur, je pratiquais la pédagogie Freinet. Et ce qui est important quand on est dans la pédagogie Freinet, c'est que les enfants ne viennent pas dans la plus belle classe du monde. Ils ne viennent pas dans une crèche Montessori. Ils ne viennent pas dans un espace avec des jolies fresques et des jolis camaïeux de rose. Ils viennent dans une salle de classe ordinaire, généralement assez quelconque. Et donc, la phase avec laquelle on commence, c'est de dire aux enfants, regardez, comment vous la trouvez, la salle de classe? Et les enfants, ils disent, en général, elle est moche. C'est pas assez décoré, c'est pas assez vivant, ça donne pas envie. Et dans ce cas-là, la pédagogie Freinet, c'est de leur dire alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pour changer ça? Et donc vous voyez que du coup, l'énergie ne vient pas de l'idéal. L'énergie vient de l'inacceptable. L'inacceptable est un bien meilleur moteur que l'idéal. Voilà. Monsieur Hoth, je vous remercie pour votre présentation. Au fond, vous avez cité à 2 reprises Freinet. Est-ce que vous pourriez nous décliner les idéologies et à partir au fond, qu'est-ce qui constitue ces idéologies-là, notamment à partir de référentiels théoriques, voire peut-être d'auteurs? Puisque vous êtes docteur en philosophie, j'imagine que vous avez une grille de lecture de la réalité et de la non-société et des non-institutions qui nous entourent. Merci d'avance. Comme tout le monde, j'ai des auteurs de référence. Comme tout le monde... Mais vous n'êtes pas tout le monde, monsieur Hoth. Voilà, d'accord. Vous nous avez fait la démonstration depuis 1 heure que vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes un brillant orateur
en plus français, qui nous offre comme ça une vision ethnocentrée d'une réalité parisienne qui n'est pas la nôtre. Mais, chers compatriotes, je suis docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg, donc je suis de tout cœur avec vous. Simplement, ma curiosité n'est pas complètement inassouvie. D'accord. Je serais heureux Alors, de vous entendre. Dans les sources auxquelles moi je me réfère et d'autres en pédagogie sociale se réfèrent, on va trouver du côté de la sociologie évidemment Castel, voilà, et on va évidemment Bourdieu, et on va trouver du côté de la pédagogie Kortchak, Freire et Freinet, voilà, on va trouver et puis d'autres inspirations. Sur le plan philosophique, les racines de la philosophie sociale, c'est plutôt Kant, voilà, qui les a posées. Merci. Bonjour. Bonjour, oui, moi j'avais une question concernant les subventions. Donc vous avez dit que vous étiez subventionné par chez nous c'est les communes, mais les villes hein, qui vous subventionnent. Est-ce que vous devez faire les demandes de subventions chaque année ou est-ce que ces subventions elles sont reconduites automatiquement? Est-ce que vous êtes reconnu d'utilité publique et est-ce qu'on vous consulte aussi au niveau de la politique sociale? La réponse est évidemment assez contrastée. Il y a un peu une règle qu'on va retrouver un peu partout en France, c'est si vous vous occupez des précaires, vous avez de fortes chances d'être précaire vous aussi. Hein, c'est-à-dire que ce soit en termes de statut, de subvention, de moyens, le fait qu'on s'occupe de Rome nous a valu énormément d'ennuis. Énormément, ça nous a exclus d'énormément de sources de financement, ça nous a valu énormément d'entourloupes. Les communes sont le degré qui nous subventionne le moins. La commune de Longjumeau nous donne 500 € par an. Notre budget est de 550 000 € par an. Et la commune nous donne 500 € par an. Mais comme on a des amendes de la police municipale, je pense qu'on leur donne plus qu'eux nous donnent. Donc ils ont inventé la subvention négative. Et nous craignons que cette mode fasse. En général, plus le degré territorial est bas et moins ils nous subventionnent. Les communes nous donnent presque rien. Le département, pas grand-chose. La région, c'est une exception, nous donne 0. Alors après, on va recevoir des choses de l'État par l'intermédiaire des préfectures. Et puis surtout, on a la caisse d'allocation familiale qui nous garantit à peu près un tiers de notre budget. Mais nous commençons tous les ans, heureusement avec une trésorerie d'avance qui nous permet de fonctionner, mais toutes les années, nous les commençons sans savoir si nous finirons l'année, ou plutôt si nous pourrons commencer l'année suivante. Parce qu'en réalité, il y a toujours entre la moitié et 2 tiers de notre budget que nous n'avons pas chaque année, et que nous sommes obligés de solliciter en répondant à des appels à projets. Autant d'appels à projets, autant de dossiers, autant de dossiers, autant de bilans, autant de bilans, autant de reporting, autant de justificatifs, etc. Donc un boulot administratif qui devient énorme pour toucher. Et donc on pourrait dire qu'un tiers, c'est quand même le public, si on globalise tout, les appels à projets, tous les échelons de l'État. Et un tiers, c'est les allocations familiales, et l'autre tiers, c'est le privé. On est énormément soutenu par des fondations, mais c'est pareil, il faut toujours en trouver d'autres. Des fondations et quelques entreprises. Nous, on est très potes, allez savoir pourquoi, avec les assurances Generali, qui nous soutiennent énormément. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Par rapport à avant, vous avez parlé du programme. Vous avez remis en question le fait qu'on mette un programme, qu'on soit tout le temps tout programmé. Mais qu'est-ce qu'on fait du coup du besoin de l'enfant d'avoir une certaine routine et d'avoir... c'est sécurisant pour l'enfant. Donc moi, j'ai pas vraiment compris cette partie-là. Ah oui, peut-être qu'on ne parlait pas tout à fait de la même chose. Bien entendu qu'on n'a rien contre les rituels. D'ailleurs, nos ateliers de rue obéissent toujours à certaines formes de rituels. Il y a toujours notre arrivée, il y a toujours les salutations, les bienvenus, il y a toujours le temps d'expression, il y a toujours le moment où on mange ensemble, le moment où on se dit au revoir, et on revient toutes les semaines à la même heure, au même endroit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Question rituelle, on y est. Notre quotidien est extrêmement
structuré, extrêmement régulier. Et de ce point de vue-là, ça marche. Mais ce n'est pas un programme dans le sens que je disais. Moi, ce que je disais, le programme, c'est les cours de chant ont lieu de telle heure, à tel endroit. Et puis, il va y avoir des spectacles dont voilà la liste toutes les semaines à tel endroit. C'était ça que je voulais dire par programme. On prend encore une question sur Instagram. Et puis je pense qu'on va devoir conclure ici. Vous avez sur le site internet de l'ESSED des références par rapport à Laurent Hutt. Donc si jamais vous pouvez. Oui, notre site intermèderobinson.org, il y a pas mal de ressources, de vidéos en lien, de textes et d'images. Alors, j'ai une question de Angélique. Dans le concret, dans nos institutions, quels conseils avez-vous à nous donner pour plus de proximité et de laisser place à l'imprévu dans un contexte de contrôle, de temps et encore plus dans ce contexte sanitaire? La question qui tue. Et elle est très importante, cette question, et il y a des choses à y répondre. C'est-à-dire que, en fait, je sais bien que les choses ne sont pas réplicables, et je sais bien qu'une institution ne va pas basculer du jour au lendemain en pédagogie sociale. Mais par contre, si on a un raisonnement, je dirais, de type spatial, c'est-à-dire si on se dit je vais convertir mon institution en structure qui va travailler en pédagogie sociale, c'est un peu foutu d'avance. Mais par contre, si on a un raisonnement qui va plus du côté du temps, c'est-à-dire que plutôt que de se dire je vais changer l'espace, eh ben, je vais essayer de créer des moments. Je vais essayer de créer des moments de proximité, des moments dans lesquels on va pouvoir subvertir les règles de l'institution. Mais juste un moment, des moments où on va pouvoir être nous-mêmes avec l'enfant, des moments où on va oser de nouvelles proximités culturelles, affectives, géographiques, sociales, des moments où justement on va subvertir, contourner et aller au-delà de ce qui se fait d'habitude en institution, des moments où on est libre. On peut se libérer un moment. Et je pense que c'était Kortchak qui parlait des moments pédagogiques. Moi, je pense que l'éducation, elle ne se pense pas en espace, contrairement à l'idéalisme et aux utopies. Elle se pense plutôt en moments. Comment nous pouvons créer des moments inoubliables, des moments qui vont laisser des traces, des moments qui vont jamais être oubliés, qui seront toujours là. Vous savez, le souvenir d'un moment, c'est à la fois quelque chose qui est perdu, mais c'est aussi quelque chose qu'on a gardé. Et moi, je crois que l'éducateur est un créateur de moments. Voilà. Voilà, je fais encore un dernier. Alors, je m'excuse, on a entendu parler d'injustice. Je vais juste vous montrer que ça existe en donnant la parole à Willy, parce que c'est mon collègue. Et puis, du coup, il avait une toute petite question très courte. Alors, on fait juste ça, excusez-vous. Bon, mon parcours m'a fait passer par l'éducation spécialisée, entre autres. Hein, oui. Bosser dans des foyers, des choses comme ça. Puis là, je me suis demandé, mais qui vient dans vos ateliers et qui ne vient pas? Et ceux qui viennent, est-ce que ça se passe toujours bien? Et sinon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu m'avais dit court. Hein. Alors, c'est vrai. Après, j'arrête. Merci beaucoup. Alors, qui vient, d'une certaine manière, on est en contact avec tous ceux qui vivent là, qui ne vont pas avoir les mêmes demandes. Évidemment, il y a des gens qui n'accrocheront jamais à nos ateliers, qui vont se contenter de les regarder de loin. Alors, nous avons peut-être la faiblesse de croire que ceux qui ont le sentiment qu'on peut faire quelque chose pour eux et qui pourraient avoir besoin de nous sont ceux qui s'accrochent davantage. Voilà un peu le fil sur lequel on est. Mais par contre, nous avons à peu près la certitude, nous, de voir tout le monde. En plus, le fait qu'on parte des enfants pour aller vers les adultes et pas l'inverse, nous facilite énormément les choses aussi pour pouvoir être en contact avec l'ensemble de l'environnement. En plus, on ne demande pas l'autorisation, jamais, à personne. Donc du coup, ça nous facilite aussi les choses dans le fait qu'on est dans un milieu où on va être un petit peu plus ouvert à tout ce qui peut exister. Alors curieusement, les conflits. Il y a peu de conflits, peu de violences, jamais d'accidents en milieu ouvert. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi. Enfin si, j'en ai quand même quelques petites idées, mais nous n'avons pas... Pourquoi ? Parce que finalement,
on a tout l'espace qu'on veut, personne n'est obligé d'être là, tout le monde peut partir à tout moment, y compris nous-mêmes. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de charges conflictuelles. Alors, dans nos locaux, ça peut être un peu différent, mais là, c'est pareil. Comme ce sont les mêmes, en fait, on les a contactés dehors qui viennent dedans, eh bien, ça transporte un petit peu les mêmes qualités de relation. Merci beaucoup, Laurent Hoth.